Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo cette fois-ci avec un invité que nous avons en visioconférence. Il s'agit d'un invité qu'on aime beaucoup recevoir sur cette chaîne, parce que bien qu'on ne soit pas toujours d'accord avec ses thèses, force est de constater qu'elles sont toujours assez intéressantes et assez recherchées et on apprécie ça. Et on l'a trouvé dès le départ, si j'ose dire, parce que son premier bouquin sur Rome, c'était très très bien. Je ne Voilà. saurais trop recommander la lecture Et à il en tous a les fait, gens. il en a fait pas mal d'autres depuis. Et donc, je présente Philippe Fabry pour ceux qui ne connaissent pas. Philippe Fabry qui, en quelque sorte, a une fonction qu'il s'est désignée lui-même puisque tu es un théoricien de l'histoire et tu as développé une discipline que tu as appelée l'historionomie. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette discipline pour ceux qui ne la connaîtraient pas déjà? Oui, l'idée c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé alors ça remonte à Spengler, à Toynbee, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de trouver des récurrences dans l'histoire, des lois sous-jacentes, on va dire, et je m'inscris un petit peu dans cette démarche au temps long. Le truc c'est que les démarches précédentes ont jamais véritablement accouché ce qu'on pourrait appeler de transition scientifique, c'est-à-dire que ça reste des livres extrêmement intéressants qui ont leur communauté de passionnés, mais ça n'a pas donné lieu à un champ de recherche scientifique. Il y en a d'autres qui ont essayé de faire des champs de recherche scientifiques un petit peu, notamment Peter Turchin, dont on commence à entendre un peu parler en France, la cliodynamique. Lui, c'est l'idée que c'est une économie, qu'il y a des cycles qui se reproduisent dans l'histoire, et donc il faudrait aller y chercher. Moi, j'ai une démarche. Lui, c'est plus quantitatif, moi, c'est plus qualitatif. Et en fait, j'ai mis au point au fil des ans une série de modèles qui permettent de rendre compte assez bien de l'ensemble des choses qui se passent depuis le début de la civilisation. Et, euh, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que, d'ailleurs, j'ai plein de prononciables publics sur ma chaîne, donc c'est l'occasion de le dire ici. On a atteint ce que Thomas Kuhn, dans la structure des réserves des révolutions scientifiques, appelle la naissance de paradigme, c'est-à-dire le moment où un ensemble de théories éparses peuvent devenir un champ de discussion. Et donc, avec la communauté que j'ai réunie, on va sortir le premier numéro d'une revue académique consacrée à ce champ-là, qui sera la revue d'histoire théorique et qui devrait sortir au mois de mai-juin l'année prochaine. C'est bien ça. Et alors, par conséquent, donc on est dans l'historionomie, ça veut dire que l'histoire, en quelque sorte, des règles, au même titre que voilà, la thermodynamique a ses règles aussi. Et donc, par conséquent, on a plein de trucs que tu développes, la construction nationale, les impérialismes revanchards, des trucs comme ça, des schémas historiques, en quelque sorte, que toutes les nations répètent, avec bien sûr plein de variations en fonction de quelle époque, en fonction de quel peuple, en fonction de plein de facteurs, mais avec quand même un socle commun à chaque fois. Et aujourd'hui, on est dans une période assez spéciale en France parce qu'on n'avait pas vu une telle instabilité politique gouvernementale depuis très longtemps, depuis au moins l'édification de la Ve République, donc l'arrivée du général de Gaulle en 1958 et la fin de la Quatrième République. Et dans quelle étape, en fait, on se trouve aujourd'hui en France? Alors, j'ai essayé de faire très court, ouais, éventuellement en détaillant si ça pour l'audience. J'ai des heures et des heures de vidéos sur ma chaîne en accès libre auxquelles les gens pourraient se référer si jamais ils veulent le détail. Ce qui caractérise la France, c'est qu'on est dans une situation très particulière. Euh, C'est-à-dire que normalement une construction nationale, ça se fait en fait, c'est l'apparition. Alors souvent on dit que c'est en France, c'est l'État qui a créé la nation, que ça serait différent ailleurs, mais en réalité c'est partout pareil. C'est-à-dire que c'est l'État et la nation qui grandissent au même moment et ça accouche, par exemple en Europe, tous les grands États-nations qu'on connaît, qui font tous les mêmes dimensions et qui ont le même système. Et l'aboutissement de tout ça, c'est la naissance de l'État-nation parlementaire, c'est-à-dire une entité politique à l'intérieur de laquelle vous avez une homogénéité euh, euh, ethno-culturelle, si vous voulez, à l'intérieur de la société, qui fait qu'il devient possible de gouverner selon ce mode de gouvernement. En fait, le parlementarisme est le régime naturel des vieux États-nations qui sont devenus suffisamment homogènes. Toute l'histoire de la construction nationale est une construction d'homogénéité, d'homogénéisation. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus vous avez la langue qui devient nationale, la culture qui s'uniformise sur le territoire, etc. Bon. Euh, Normalement, en tout cas pour les pays qui ne reçoivent pas de perturbations extérieures, c'est un petit peu le bout du chemin. Si vous prenez le cas de l'Angleterre,
c'est devenu une nation parlementaire à la fin du XVIIIe siècle, et le régime n'a pas bougé depuis. Il s'est démocratisé, c'est-à-dire que petit à petit, le suffrage s'est étendu, mais en dehors de ça, il n'y a pas eu d'évolution structurelle. On est resté sur le mode de gouvernement qui était celui du parlementarisme instauré au sortir de la Glorieuse Révolution en 1689. La France a terminé le même parcours en 1830. C'est à ce moment-là qu'on s'est trouvé à peu près à la situation institutionnelle qui était celle de l'Angleterre en 1689. Mais nous, on a eu des accidents, on a eu plusieurs, qui viennent des Allemands à chaque fois, puisqu'on a été régulièrement envoyé par les Allemands. Et à chaque fois, ça a provoqué une brisure finalement dans le système. Et ça avait repartir la trajectoire finale qui normalement aboutit à l'émergence de l'État-nation. L'État-nation parlementaire, je parlais de la sortie de la Glorieuse Révolution en 1830, ça sort après ce que j'appelle un mouvement de révolution, c'est-à-dire que vous arrivez à la fin de ce qu'est la phase absolutiste, c'est-à-dire la monarchie, ce qu'on appelle l'ancien régime, si vous voulez, et vous avez le déclenchement d'une révolution nationale qui dure à peu près 40 années. En Angleterre, c'est 1640, 1689. En France, c'est 1789, 1630. Je peux multiplier les exemples, mais je reste là pour la compréhension de tout le monde. Et donc, quand vous avez une perturbation extérieure qui rétablit chez vous une forme de régime qui n'est pas le régime parlementaire, vous devez attendre que ce régime de nouveau vieillisse, retrouve les traits d'un ancien régime finissant, si vous voulez, et là vous avez une révolution qui recommence, et qui reprend depuis le début. C'est ce qui nous est arrivé en 1871, c'est ce qui nous est arrivé aussi au sortir du régime de Vichy en 1946. Et sauf qu'on a, la dernière révolution qu'on a connue, elle s'est pas terminée normalement parce que le régime qui a été mis en place par De Gaulle, qui était un régime, alors qu'il n'était pas la pratique gaullienne parce que lui c'était un démocrate fort, mais qui était structurellement autoritaire et qui avait en germe la sortie du parlementarisme. C'est cette sortie du parlementarisme qu'on a vu se produire dans les décennies qui ont suivi et se concrétiser particulièrement avec des réformes constitutionnelles comme la mise en place du quinquennat, etc. Aussi la prise de pouvoir par les constitutionnels. Ceci nous a ramené dans une situation dans laquelle, qui est très proche en fait de ce qu'on appelle l'ancien régime, où vous avez plus de distinction entre le chef de l'État et le chef du gouvernement, ce qui normalement est au cœur des standards démocratiques européens. Je parlais d'Angleterre tout à l'heure, la distinction justement entre l'autorité monarchique et le pouvoir qui revient au Premier ministre, l'émanation du Parlement, c'est très fort. Ça a été le cas chez nous à certaines périodes, ça ne l'est plus depuis 1958, avec un chef de l'État qui est devenu pratiquement qui est devenu le chef de gouvernement de facto. Or, le chef de l'État en France n'est pas responsable devant le Parlement. Donc ça crée une espèce d'exécutif hégémonique en face duquel le Parlement est ramené à une espèce de rôle consultatif qui est celui qui caractérise les parlements d'ancien régime. Et l'autre point, qui vient lui de la mise en place du Conseil constitutionnel et de sa prise de pouvoir avec ses différentes jurisprudences, c'est que dans un régime parlementaire, c'est le peuple qui est souverain, et en particulier, être souverain, ça veut dire être le juge en dernière instance. Vous savez que entre le fait de juger et gouverner, c'est la même chose en fait. La loi, c'est la jurisprudence du Parlement. Ça se voit plus en système de common law, mais c'est chez nous aussi. Une loi, c'est en fait un jugement devant le Parlement sur telle matière et qui ensuite s'impose à tout le monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est le fonctionnement normal du parlementarisme. Dans un système parlementaire, c'est le Parlement qui représente le peuple et qui est donc juge en dernier ressort sur ces questions-là. La jurisprudence du Parlement et la jurisprudence en dernier ressort, c'est la loi. Et nous, on a un système dans lequel on a le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, c'est le vrai juge en dernier ressort, qui n'est donc pas le peuple, qui n'est pas une émanation de l'élection par le peuple. Et quand vous êtes dans un système dans lequel le juge en dernier ressort n'est pas le peuple, vous êtes en démocratie. Vous êtes dans quelque chose qui s'approchait de la monarchie, sous la monarchie de l'ancien régime. Le juge suprême, c'était le roi. D'ailleurs, c'est très connu dans toute la théorie politique de la monarchie depuis le Moyen-Âge. Le roi, c'est d'abord le juge suprême. C'est là-dessus que se construit ce pouvoir. Chez nous, c'est le Conseil constitutionnel. Donc, vous voyez, on est sorti, en fait, du régime parlementaire, et donc on a reformulé une espèce de nouvel ancien régime. Et tout ceci m'a amené il y a quelques années, j'ai fait un petit bouquin au moment de la dernière élection présidentielle qui s'intitulait le président absolu. Ce que je disais, c'est que
ça à tenir, parce que quand on voit, je prends encore les trajectoires historiques normalement, ça nous amène assez inévitablement à une nouvelle révolution. C'est-à-dire un système dans lequel le pouvoir présidentiel sera brisé pour retourner au parlementarisme. Et je disais que soit on arrivait à réformer ça de manière pacifique, soit ça serait beaucoup plus violent. Et voilà à peu près où on en est. On est encore un petit peu sur le fil de tout ça, selon moi. D'accord, très intéressant. Alors moi, à titre personnel, quand j'avais découvert tes thèses sur les institutions françaises, sur le fait que on arrivait certainement à bout de la Ve République, ça devait être, à mon avis, il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Et ou peut-être 2 ans, je sais plus. Et à ce moment-là, effectivement, tu développais cette thèse-là, avec notamment l'idée que en 2027, il n'y aurait pas d'élection présidentielle. Et alors moi, c'est quelque chose. C'est une chose à laquelle j'avais difficulté à croire, tout simplement déjà parce que quand j'étais ado, on me disait que Hollande ne finirait pas son mandat, et au final, il a bien fini, quand même c'était dans une grande douleur. Et donc pour quelle raison est-ce que Emmanuel Macron, lui, ne finirait pas son mandat? Et surtout, ce que je voudrais aborder, c'est à quel point aujourd'hui on a l'impression que les lignes changent, c'est-à-dire qu'au moment où tu développais cette thèse, ça paraissait totalement invraisemblable. Et là, au moment où on fait cette émission, depuis quelques jours, tout le monde, presque dans la classe politique, demande sa démission, y compris même peut-être en premier lieu au sein de son groupe politique. C'est-à-dire que maintenant, comment il s'appelle, Édouard Philippe demande la démission, Christian Estrosi aussi, fervent soutien d'Emmanuel Macron autrefois, demande sa démission. On a des personnalités hors politique mais qui ont eu une influence dans la sphère politique comme Alain Minc, qui est littéralement un des artisans de la carrière d'Emmanuel Macron, qui dit que c'est le pire président de l'histoire de la Ve République. Enfin voilà, on voit tout un tas d'éléments qui étaient autrefois des piliers de sa présidence et donc de son existence en tant qu'institution, en tant que président de la République. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont issus de son propre camp qui demandent sa démission. C'est quand même stratosphérique comme changement de paradigme. C'est ce qui caractérise ma démarche de manière générale, c'est que en pratiquant un comparatisme historique à bien une idée des modèles, on arrive à aller au-delà des apparences justement. Et c'est vrai que les apparences pouvaient donner le sentiment qu'il se passait pas grand-chose pendant un moment. Et moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que je ne sais pas forcément. J'essaie de trouver des scénarios qui pourraient illustrer, si vous voulez, ce que j'annonce. Mais je ne peux pas dire à l'avance comment les choses vont se passer. Je peux juste dire, selon moi, ce qui va se passer. Et ce que je disais à propos de cette idée-là, effectivement, mon idée principale, c'est je pense que Emmanuel Macron ne finira pas son mandat. Je pense que si jamais par miracle il arrivait à finir son mandat, ce serait au prix d'une abdication de ce qu'est la fonction présidentielle. De toute façon, c'est-à-dire qu'en gros, grosso modo, la présidence telle qu'elle existe ne serait pas son mandat. C'est-à-dire qu'on reviendrait à un système parlementaire dans lequel le gouvernement est une émanation et dans lequel le président est relégué finalement à inaugurer les chrysanthèmes pour reprendre la formule de Gaulle. Ce qui est le cas à la de tous les chefs d'État dans les pays croisés en Europe. C'est les standards encore une fois, où le roi, que ce soit un roi ou un président de la République, il a il a une autorité, il a pour garantir la bonne tenue des institutions, mais il a d'autres pouvoirs. Lui qui décide, je suppose. Et pour moi, dans ce que je vous ai dit sur la façon dont fonctionnent les choses, c'était assez clair à partir du moment où il y a un certain nombre de conditions. Je parlais tout à l'heure du déclenchement d'une révolution qui termine dans un régime et qui le fait basculer dans tant d'autres choses. Il y a un certain nombre de conditions. Il y a 3 conditions, en fait. La première condition, c'est que la société en son ensemble soit mûre pour le parlementarisme. En France, c'est le cas depuis longtemps, normalement, puisque on a déjà eu un régime parlementaire. Donc, ce problème, il n'est pas. Mais après, il y a 2 choses qui sont conjoncturelles. 1, il faut que le régime soit délégitimé. Et 2, il faut qu'il soit ruiné. Pourquoi? Parce que s'il est délégitimé, mais qu'il y a de l'argent, il peut se maintenir. C'est ce qui est le cas depuis des années, notamment toute la décennie 2010 où on a pu emprunter à taux zéro et donc renouveler toute la dette, et financer la crise sociale. Ce que fait encore Macron en achetant les gilets jaunes, etc.
Quoi qu'il en coûte tout ça, on est tous sur ce registre. Donc si vous avez la légitimité, si vous avez l'argent, on peut vous passer la légitimité. Si vous avez la légitimité, ben vous pouvez toujours trouver de l'argent. Parce que si vous êtes légitime, vous pouvez toujours demander un effort aux gens. Par contre, si vous avez ni la légitimité ni l'argent, vous êtes bloqué. C'est-à-dire vous vous retrouvez dans la situation de la monarchie à la fête des années 780, où vous ne pouvez plus aller chercher l'argent de votre propre autorité. Vous devez convoquer des gens pour qu'ils vous l'accordent, et vous êtes à leur merci parce que vous avez besoin d'argent. Et comme vous êtes délégitimé, ben, ils vont avoir tendance à contester votre pouvoir. Et cette dynamique-là, on la voit à l'œuvre depuis les législatives 2022, où, pour la première fois depuis longtemps, depuis tout le début du régime en fait, il n'y a pas de majorité claire qui s'est détachée. Ouais. Donc il n'y a même pas de cohabitation. Et donc on s'est retrouvé dans ce système où il y a un parlement divisé qui se retrouve face au président, dit que seul, qui a encore plus au préservisme, ce qui le rend insupportable. Et il y a eu véritablement, il faut s'entendre compte de ça, il y a eu à partir de là, ça ouvre un champ, si vous voulez, dans lequel ce qui doit se passer, c'est pas important ce que ça va se passer. Ce qui devait se passer, c'est ce qui se passe toujours en début de la Révolution, c'est-à-dire le Parlement qui arrache le gouvernement à l'autorité du chef de l'État. Vous avez un autre exemple de ça, c'est au moment de la Révolution allemande en 1918 à la fin de la guerre. Ce qui caractérise le début de la Révolution, véritablement de la chute, le début de la fin du Kaiser, c'est le 28 octobre 1918, donc 10 jours avant son application. Vous avez le Reichstag qui obtient que désormais le chancelier soit responsable devant le parlementaire. Alors que jusque-là, il était responsable que devant lui. Ça, c'est le début de l'affaire. Après, ensuite, on rentre dans la République de Weimar. C'est le serment du jeu de com sur la Révolution. Tout d'un coup, l'Assemblée, les États généraux disent maintenant, on est l'Assemblée nationale et la souveraineté est chez nous. Elle n'est pas du côté de la monarchie. Et c'est le genre de choses dont j'anticipais qu'elle devait se passer, je savais pas trop comment. J'avais essayé de faire des petits tableaux comparatifs pour essayer d'imaginer peut-être que ça serait à l'occasion d'un congrès qui aurait une fronde contre le président, dans le cadre d'une modification quelconque de la Constitution, ou bien à l'occasion d'une très grosse crise sociale, etc. Je pouvais pas y voir plus clair. Là-dessus, on a eu, en mars 2023, la réforme des retraites. Ça aurait pu sauter à ce moment-là. On a failli, à 9 voix près, avoir la première motion de censure en 60 ans. Ça n'aurait pas été le cas, mais ça aurait pu se passer à ce moment-là. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On est resté sur ce registre. Il y a eu une autre tentative du Parlement de reprendre le pouvoir avec la loi immigration, fin 2023, début 2024, où le Parlement a rejeté le projet de loi du gouvernement, et ensuite, en commission mixte paritaire, a fait son propre projet qu'il a voté et qu'il a adopté. Donc ça, c'était aussi une reprise en main, une tentative de reprise en main du pouvoir par le Parlement. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Parce qu'il y a beaucoup de travail Gérard Larcher, parce que le président du Sénat, parce que c'était en vérité la partie son projet de l'immigration. Emmanuel Macron a utilisé son autre bras armé qui est le Conseil constitutionnel pour faire censurer le projet de l'immigration et faire en sorte que le projet de loi qui soit adopté soit le projet de loi qui était celui à la base du gouvernement. Donc c'était ni celui qui avait été voulu par le Parlement, c'était celui qui avait été rejeté explicitement par le Parlement. Donc un écrasement total du Parlement. Donc la crise s'accentue, et là vous arrivez en avril-mai 2024. Que se passe-t-il en avril-mai 2024? Quelque chose qui a été vraiment... J'ai l'impression que je suis le seul à en parler parce que je suis le seul qui a noté ça comme signal faible très important. Vous avez eu plusieurs déclarations de Gérard Larcher dans la presse qui a déclaré qu'à l'automne, sur le budget, parce qu'on commence à voir apparaître les problèmes budgétaires sont là, qu'à l'automne, sur le budget, il n'y a que d'argent, les LR censureraient le gouvernement. Or, arithmétiquement, ça voulait dire que le gouvernement, pour la première fois à 60 ans, tomberait à l'automne sur le budget. Donc, Et donc, que fait Emmanuel Macron quand il perd les européennes? Il prend les devants. Tout le monde a dit c'était inexplicable. Non, il savait très bien qu'il y aurait une motion de censure 3 mois après, il a pris les devants. Il dissout tout de suite. Parce que s'il y avait une motion de censure 3 mois après, il aurait dû dissoudre. Donc il dissout tout de suite. Et ça nous amène quand même, après au moment où ça aurait dû avoir lieu, c'est-à-dire fin de l'automne, à la première motion de censure en 60 ans, qui est celle de Michel Paré. D'accord? Et depuis, je fais pas tout le film, mais c'est pour comprendre que il y a l'infrastructure politique du pays qui a changé, et que ça conduit à remettre, à travailler, si vous voulez, sur les institutions, pour les remettre dans un état qui soit cohérent avec celui de la population, qui serait un régime parlementaire. Et là, on enregistre juste après le discours de Lecornu, on avance encore vers ça malgré tout, parce que même si ça reste symbolique, on a un gouvernement qui cherche à renoncer
au 49.3, qui est un des acquis de la Cinquième République, qui a été très souvent utilisé, qui était fait pour tuer justement le discours parlementaire. Donc voilà comment les choses se passent. C'est très très difficile de les anticiper exactement, mais on peut donner un cap, et ce cap, il va vers la reparlementarisation du régime et l'affaiblissement de la fonction présidentielle. Mais ça n'est que la partie institutionnelle, parce que quand on a ce genre de période révolutionnaire, il y a aussi tout un tas de choses qui sont changées au niveau structurel sur l'économie, les institutions sociales, etc. Et je pense que là, on n'est qu'au début de ce qu'on voit. Qu'il y aura des grosses contestations sur le système de retraite par répartition, sur les organismes de gestion paritaire, sur l'URSSAF, etc. Je pense qu'il va y avoir énormément de choses qui vont se produire. Ouais. Alors ce que je vois, c'est que la remise en question de notre système politique est vraiment globale. Il y a une remise en question du rôle du président. Je pense qu'il y a une remise en question aussi de la classe politique dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on lui reproche de ne pas suffisamment représenter les Français, ou alors de le faire d'une mauvaise manière. Je ne sais comment vraiment le qualifier. Il y a une remise en question aussi des entités juridiques. Je pense notamment, juridictionnelles. Je pense notamment au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel. Comme tu l'as dit, le Conseil constitutionnel a censuré la loi immigration telle que votée par le Parlement et a fait passer la loi immigration telle que rejetée par le Parlement. C'est-à-dire c'est vraiment un doigt d'honneur à l'institution parlementaire. Et en plus de ça, on a aussi le président, qui n'est plus président maintenant du Conseil constitutionnel, qui s'était exprimé à de maintes reprises pendant l'élection présidentielle 2022 pour en quelque sorte annoncer préventivement quelle serait la position du Conseil constitutionnel sur les différents programmes, notamment d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen, notamment sur la question encore une fois de l'immigration, c'est-à-dire en disant même si elle est élue de manière démocratique, même si elle fait passer absolument tout ce qu'elle veut au Parlement, même si c'est accepté par le peuple, derrière je serai là en dernier ressort en tant que président de mon institution pour dire non, ça ne passera pas. Donc là on a une crise démocratique qui est vraiment globale, et j'ai l'impression que, alors après je n'avais pas vécu la chose, mais j'ai l'impression que c'est encore plus global que la fin des républiques précédentes. Que c'est pas forcément juste la fin de la Cinquième République, mais c'est la fin d'un système politique, pas seulement dans son architecture technique, institutionnelle, mais aussi dans la psyché générale, dans ce qu'on appelle les valeurs républicaines, etc. C'est-à-dire en quelque sorte une religion qui ne dit pas son nom, quoi. Est-ce que tu perçois la chose de la même manière aussi? Est-ce que on va vers une sixième république, selon toi, qui serait un peu plus parlementaire et avec certainement quelques idées différentes, ou est-ce qu'on va vers un régime politique complètement chamboulé, des événements extrêmes type révolutionnaire, ce genre de choses? Oui, alors déjà première chose, en réalité, chaque fois qu'il y a ce genre de mutation, malgré tout, il y a des changements structurels qui sont extrêmement importants. Si on pense par exemple le dernier début de révolution, bon, c'était mettons 45-46, ça a été la mise en place de tout le programme du Conseil national de la Résistance qui a porté des réformes de structure extraordinairement importantes, avec la mise en place de la sécurité sociale, du système de retraite par répartition, tout ça a été mis en place à ce moment-là. Donc il y a des changements de structure très très importants. C'était équivalent en bouleversement à ce qui s'est passé en 1789-1790 avec la liquidation de l'ordre ancien, la fin des corporations, etc. C'était de même ampleur. Donc moi je pense qu'on aura des choses de cette ampleur-là. Maintenant, est-ce qu'on aura une mutation vers une sixième république simplement? Je pense pas. En tout cas, je pense pas tout de suite. Pourquoi? Parce que si on part sur l'ouverture d'une séquence révolutionnaire, encore une fois, la séquence révolutionnaire, ça dure une quarantaine d'années. Donc ça dure très longtemps. Si vous prenez la séquence révolutionnaire qui s'ouvre en 1945, ça va se terminer, je sais pas, avec l'arrivée de Georges Pompidou. C'est très long. Il y a toute cette séquence, et généralement, la tentative parlementaire se passe pas très bien. En tout cas, elle montre vite ses limites. Surtout s'il y a des pressions extérieures. Ça n'est pas arrivé dans les années 1890, par exemple. Vous avez la crise boulangiste qui a pas amené à l'arrivée au pouvoir de Boulanger parce qu'il n'y avait pas de crise extérieure. Donc il y avait ce ressort interne, mais il n'y a pas eu de justification extérieure à ça. Dans les années, à la fin des années 50, il y a eu le problème de l'Algérie, qui lui était un problème extérieur très important, qui a favorisé l'arrivée au pouvoir de Gaulle. Donc chez nous, on risque d'avoir aussi des mutations de ce genre-là, parce qu'il faut se rendre compte que tout ceci arrive dans une situation où on est au sein d'une Europe qui elle-même, d'après moi, a en grande partie les mêmes problèmes, en fait,
à son niveau, mais en grande partie les mêmes problèmes que la France, puisque là aussi on a un système dans lequel le chef du gouvernement, qui est le président de la Commission, n'est pas responsable devant le Parlement européen, puisque c'est impossible de voter une motion de censure. Il faut la voter aux 2/3. Hein. Chez nous, vous voyez, il a 60 ans pour en voter une à la majorité. Pour la voter aux 2/3 à l'Europe, c'est validant. Dans laquelle, voilà, donc l'exécutif est hégémonique à l'échelle de l'Union européenne. Les institutions de l'Union européenne sont vraiment très démocratiques, ce point de vue-là. Il n'y a pas de Sénat, il y a pas de chambre haute, il y a une chambre basse, en fait, c'est vraiment assez typique. Hein, ça, voilà. Donc, ce que je pense, c'est que déjà, s'il y a des troubles en France, ça risque d'agir comme une courroie de transmission à l'échelon européen. C'est-à-dire qu'en gros, un début de révolution en France va provoquer la même chose à l'échelle européenne. Ce qui s'est passé là aussi encore une fois en Allemagne en 1918, quand la Bavière a commencé sa révolution juste avant l'ensemble de l'Allemagne. Parce que le roi de Bavière, il applique le 7 novembre, le Canadien applique le 9. Donc il y a un effet courroie de transmission comme ça. En plus, il y a quand même pas mal de pays qui sont déjà déstabilisés et où il en faudrait pas beaucoup pour les faire plonger. Surtout qu'en France, on a quand même une tradition d'exportation de nos révolutions qui est quand même pas mal. Quand on voit l'état de tension dans lequel est le Royaume-Uni, l'Allemagne aussi de plus en plus, je pense que il y a un risque d'exportation fort si les gens commencent à voir la situation s'agiter chez nous. Et puis enfin, en plus, on est dans une situation où il y a une tension qui vient de la confrontation avec la Russie sur le flanc est. Et ça aussi, ça vient rajouter une contrainte sur la structure politique en général, qui est de nature à accentuer là aussi les bouleversements. Donc je tablerai pas sur une transition tranquille vers un régime parlementaire qui ensuite fonctionnera. Je pense que ça va être beaucoup plus compliqué ça. Ouais. Surtout, dernière chose, surtout quand on prend en compte le fait qu'en France, le degré de la violence politique est selon moi extrêmement sous-estimé. Parce que quand vous regardez comment est comptée la violence politique, par exemple, si vous regardez comment est compté le terrorisme politique, vous avez des classifications qui sont faites où vous avez terrorisme d'extrême droite, terrorisme d'extrême gauche, terrorisme islamiste. Donc ça vous fait un mirage dans lequel le terrorisme islamiste c'est très très important, le terrorisme d'extrême gauche c'est pas très important et le terrorisme d'ultra droite c'est un peu plus important que le terrorisme d'extrême gauche. Sauf que la réalité, je lâche en bas d'autres travaux, mais je veux pas y passer trop de temps. Ce que je dis sur le clivage politique, la réalité, c'est qu'il faut compter tout le terrorisme islamiste comme du terrorisme d'extrême gauche. En réalité, vous apercevez qu'il n'y a pas de commune mesure. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a aussi le fait qu'en France, de plus en plus, il y a une porosité entre les milieux politiques violents d'extrême gauche, antifa notamment, et les narcotrafiquants. Chez moi, à Toulouse, il y a eu des antifas qui ont été arrêtés pour narcotrafic. Pour trafic de stupéfiants. On les a trouvés de stupéfiants et d'armes aussi, je crois. Donc, il y a une véritable porosité. Ça commence à ressembler à ce qu'on voit en Amérique du Sud. Et donc, le degré de... Et puis, il y a d'autres choses encore. Le fait qu'on était... Alors, c'est pas le même niveau de violence physique contre les personnes, mais quand même, le fait qu'on ait des associations qui soient spécialisées dans l'installation de squats sur des propriétés privées, ça aussi, c'est une forme de violence politique. Contre les biens, mais c'est une forme de violence politique. Donc si on additionne tout ça, on s'aperçoit qu'en fait, on a déjà une extrême gauche qui est très très violente en France. Très très violente. Et on fait comme si c'était pas le cas en la compartimentant, en disant mais non, il y a la violence islamiste, il y a la violence narcotrafique. Mais en réalité, tout ça, c'est la violence d'extrême gauche. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut l'analyser. Et quand on l'analyse comme ça, on se rend compte qu'effectivement, une rupture dans les institutions risque de libérer pas mal plus des ordres. Bien. Une petite question là, vous avez parlé un petit peu d'économie. Ça me paraît important parce que moi, ce que j'essaye de dire aux gens, c'est de dire, écoutez, vous savez, c'est ce que l'idée des marxistes, c'est l'infrastructure économique détermine la structure politique au-dessus. Donc au 19e, on avait d'énormes sociétés pyramidales et on a fait une énorme pyramide qui est l'État pour contrôler les sociétés pyramidales, etc. Bon, vous connaissez l'histoire. Mais quand je regarde le monde économique aujourd'hui, ce que je vois apparaître, c'est des espèces d'énormes abîmes. Des machins qui ont pas de forme, vous savez, Microsoft, etc. Et la révolution de la connaissance dans laquelle on est semble amener quand même, qu'on le veuille ou non, à ce que les profits apparaissent des 0 et des 1 dans un ordinateur, ils apparaissent là où ils sont pas taxés. Donc on a un énorme problème dans nos États, c'est que les créateurs de valeur trouvent 25 000 façons de ne pas payer d'impôts dans les États et d'aller les payer là où ils seront pas taxés. Ce qui, du coup, assèche tous nos États sociaux et condamne à mort la social-démocratie. Donc moi, l'analyse que je fais, c'est que la nouvelle forme politique,
ça condamne de façon tout à fait certaine la social-démocratie et la redistribution. Et ça va être aussi un phénomène qui va créer des violences, parce que il va arriver à la social-démocratie ce qui est arrivé à l'Union soviétique, quoi. Ça va sauter pour la même raison. Donc, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est difficile de maintenir une structure étatique sur une structure économique qui a complètement changé. Tout à fait. Et je pense que une des choses qui va aussi bouleverser tout ça, c'est qu'avec le développement de l'IA, je pense que on va sortir du salarié de masse. Alors, ça va prendre quelques temps. Mais dans la mesure où l'État-providence, c'est une chose qui s'est structurée justement à partir du moment où le salarié de masse le salarié est devenu majoritaire à la veille de la Grande Guerre. À partir du moment où on va commencer à sortir du salarié de masse, oui, ça va avoir des effets très importants sur la gestion des structures sociales. C'est-à-dire que ce que je vois arriver, le monde va se scinder entre ceux qui tirent leurs ressources de l'État, qui vont avoir une baisse de leur niveau de vie très très forte, et ceux qui tirent leurs ressources de leur propre débrouillardise et qui vont donc là aussi c'est une rupture totale des solidarités telles qu'elles avaient été faites après 1945, le Conseil de la Résistance et tout. Donc il me semble qu'on arrive, je sais pas, à la fin de l'âge de la social-démocratie. J'ai l'impression que la social-démocratie est complètement condamnée partout, plus personne n'en veut. Alors, je pense que oui, je pense que en plus en France, alors on a une petite particularité en France, c'est il y a deux types de systèmes sociaux, bismarckien et beveridgien. Bismarckien, c'est on taxe le travail pour assurer le travail, grosso modo. Beveridgien, on utilise les impôts pour faire un filet de sécurité sociale universel. D'un côté c'est universel, de l'autre c'est réservé au travail. En France, on a mis en place avec le Conseil national de la résistance quelque chose qui était bismarckien dans l'idée à la base, c'est-à-dire que ça reposait sur les revenus du travail, du coup c'était d'ailleurs géré par des organismes paritaires, mais de plus en plus, pendant les 70 ans qui ont suivi, ça s'est transformé en système universel, c'est-à-dire où on finance la sécurité de tout le monde uniquement en faisant payer le travail, ce qui explique du travail aussi chez nous. Et je pense qu'il n'est pas possible qu'on arrive vers une transition qui soit beveridgienne à minima, c'est-à-dire où finalement on absorbe l'URSSAF dans le trésor public, on supprime les organismes paritaires et on baisse considérablement Ben sinon les gens qui travaillent vont s'en aller. Je vous donne par exemple des exemples. Nous on a lancé l'université de l'épargne. Bon, ça marche bien. On avait 1000 souscripteurs. C'est assez rentable et tout, mais si vous regardez les chiffres honnêtement, ce que vous devriez faire, c'est avoir votre université de l'épargne qui serait domiciliée en Italie du Nord ou au Dubaï, quoi, parce qu'il faut être complètement idiot pour payer les impôts qu'on va payer en France, alors qu'on pourrait tout à fait en partant. Donc, nous, on s'en fout, on va rester en France parce qu'on est là et on va pas bouger. Mais je veux dire, on est patriote, c'est pas qu'on est patriote, c'est qu'on est flemmard. Mais si vous regardez des gamins de 30 ans qui auraient lancé ce coup-là, ils se diraient, mais je vois pas du tout pourquoi je devrais laisser 50% de ce que je gagne à des gars qui n'ont rien contribué, donc ils vont aller le faire ailleurs. Donc, il me semble que c'est tellement facile de faire apparaître maintenant des profits à l'extérieur que il faut que les États trouvent une nouvelle façon de taxer les gens. D'ailleurs, ça c'est un phénomène qui est extrêmement intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez souligné, c'est que on voit de plus en plus apparaître. Alors, je sais pas si on peut appeler ça libéralisme parce que c'est pas c'est pas théorisé, mais un anti-étatisme en tout cas, un anti-URSSAF, anti-services sociaux, dans les couches populaires, notamment les populaires immigrés. Quand on a travail, moi j'en vois passer sans arrêt sur les sociaux, croisés par leur staff, qui font des vidéos couleur sable depuis Dubaï, etc. Donc ça crée une espèce de détestation de l'État social, de mépris pour l'État social dans les couches populaires. Et ça, je pense que c'est un phénomène qui est très très peu réalisé politiquement. Vous avez parfaitement raison, parce que je le vois partout. Les gens sont foudrages en disant, écoutez, bon, vous me payez, je sais pas, 2000 € par mois, et c'est pas assez. Je leur dis, oui, mais moi, vous me coûtez 4000, donc c'est trop. Et donc, le truc d'avoir 50% du pognon que je leur paye qui va à des gens qui connaissent pas, ça les agace beaucoup, quoi. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils font ces gars-là pour mériter leur fric? Et donc, il y a vraiment... je me demande si la révolution commence pas toujours quand les États sociaux deviennent incompétents. Je sais pas, on a peut-être décidé l'Église
de liquider l'Église en 1789 parce qu'ils étaient plus très efficaces dans le boulot qu'ils étaient censés faire, quoi. Et ce que je veux dire, c'est quand le nationalisation en fait des hôpitaux et tout oui, et des écoles et tout. Donc est-ce qu'il n'y a pas une espèce de tension maintenant entre si j'ose dire ceux qui étaient les bénéficiaires ultimes de ces transferts sociaux, mais qui aujourd'hui s'ils travaillent sont aujourd'hui ceux qui payent, et puis ceux qui bénéficient sans travailler. On sent qu'il y a une espèce de tension entre ces deux groupes qui est considérable, hein. Et c'est pas une tension entre les riches et les pauvres, hein. Non. Mais c'est vrai que moi, j'ai mon petite expérience de libéral de réseaux sociaux à un petit niveau depuis 10 ans, où on essayait d'expliquer aux gens, comprenez le salaire complet, tout ça, vous touchez pas ce que vous coûtez, etc. Ça passait très peu, et depuis quelque temps, il y a même pas besoin de le dire aux gens, ils s'en aperçoivent eux-mêmes, ils vont chercher l'info. Il y a quelque chose comme ça qui se passe. Ouais, il y a une assez grosse différence, effectivement, entre le libéralisme, on va dire, politique de ces, il y a 10-15 ans, qui était un libéralisme déjà très centriste, il faut le dire. Et aujourd'hui, on assiste à l'émergence d'un libéralisme en quelque sorte beaucoup plus populiste, ce qui a coïncidé aussi un peu avec. On a un libéralisme bourgeois, on a un libéralisme ouais, c'est un peu ça, qui coïncide un peu aussi avec l'arrivée au pouvoir de Javier Milei, qui est pareil un libéral mais pas vraiment un libéral de salon, qui a un vrai bagage intellectuel, mais on va dire il ne recherche pas la respectabilité forcément de la bourgeoisie, ce que faisaient beaucoup les libéraux français il y a 20 ans. Et effectivement on a quelque chose comme ça, on a quelque chose de générationnel aussi, c'est-à-dire que cette nouvelle génération qui a plus entre mon âge et ton âge, quoi, entre 20 et 40 ans, quelque chose comme ça, est beaucoup plus méfiante aussi vis-à-vis de l'État dans sa globalité. C'est-à-dire que le discours, c'est pas juste il faut réduire les dépenses publiques, améliorer notre déficit, passer au-dessus des moins de 3%, voilà. C'est pas vraiment un discours technique, c'est vraiment un discours très global, pas forcément très formalisé, mais de méfiance globale envers toute forme de transfert social, en fait. Ouais, qui se base est presque moral, qui se base sur la justice. Oui, c'est pas juste comme on pourrait quelque chose. Tout à fait. C'est pas efficace, quoi, c'est pas juste. C'est ce que dit Thomas Sowell, il dit j'ai jamais compris pourquoi il était généreux de venir que quelqu'un allait chercher mon pognon pour le donner à quelqu'un d'autre, quoi. C'était mais c'était plus tellement évident pendant des années quand on disait ça aux gens, alors qu'on retrouve le message est à nouveau bien perçu. Ouais, et ça aboutit avec typiquement le Nicolas qui paye. Oui, mais ça vient, je crois, de quelque chose. C'est ce que vous avez dit, c'est la fin du salariat généralisé. C'est à partir du moment où vous redevenez responsable de votre salaire, si j'ose dire, soit que vous travaillez dans une toute petite entreprise, soit que vous êtes travailleur indépendant, j'en sais rien. Ben à ce moment-là, vous voyez vraiment la différence entre ce que vous coûtez, ce que vous payez, et ce que vous gagnez. Et je crois que il y a un retour de l'individualisme dans le travail. Alors, je vais peut-être être un peu iconoclaste aussi, mais je pense que c'est aussi un effet de l'immigration. Parce que justement, les jeunes influenceurs et cette classe populaire sont souvent des gens qui sont issus de l'immigration et qui viennent de pays dans lesquels il n'y a pas d'états sociaux comme la France, dans lesquels le salaire généralisé, ça marche pas comme ça, l'économie est beaucoup plus informelle. Et donc, ils arrivent aussi avec ce bagage et ils chez l'URSSAF, ils comprennent pas, quoi. C'est leur culture d'avoir un type qu'il faut aller déclarer tous les mois combien j'ai cligné et que je t'en dois tant parce que tu existes. C'est pas leur et donc ça peut être effet de port intéressant d'immigration autour de l'individualisme. Mais vous savez, ça m'étonne pas tellement parce que je suis arrêté dans la rue très souvent par des gens qui veulent me parler, etc., qui sont en général très aimables d'ailleurs. Et honnêtement, il y en a 1 sur 2 qui est issu de l'immigration. Donc, un discours libéral a l'air de toucher beaucoup ces gars qui, dans le fond, trouvent qu'il n'y a pas assez de rapport entre ce qu'ils font et ce qu'ils touchent, quoi. C'est marrant. C'est vrai. Et je pense que ça fait vraiment partie de justement de ces changements de la structure sociale qui demandent à s'exprimer ensuite sur le plan institutionnel. Oui, parce que dans ces civilisations, quand même, la sécurité sociale, c'était la famille, quoi, et les enfants. Il y avait assez peu d'ordre. Donc là, ils se retrouvent avec quelqu'un qui leur prend plein de pognon pour faire ce que normalement ils devraient faire pour leur famille. Alors ça les agace, quoi. Ça les agace. Et alors, il y a un phénomène qui est pas forcément propre à la France, mais qui, j'ai l'impression, s'exprime
peut-être davantage en France qu'ailleurs, c'est une espèce de ras-le-bol vis-à-vis des retraites. Encore une fois dans le même courant global un peu libéral populaire, avec encore une fois le symbole Nicolas qui paye les vacances Costa Croisière de Bernard et Chantal. On avait fait d'ailleurs au début de septembre une émission sur la question pour dire que le système tel qu'il était fait était intenable et qu'il fallait absolument d'une manière ou d'une autre réduire les retraites les retraites, voilà, globalement c'est les retraites géantes des boomers, pour reprendre le slogan. Et le truc, c'est que d'un point de vue démocratique, forcément, ça va être quelque chose de difficile, puisque récemment, en France, les plus de 50 ans sont plus de 50% de l'électorat. Et en plus de ça, les plus de 50 ans ont aussi davantage tendance à voter que les autres. Donc, si en plus de ça, en termes de participation effective, c'est encore plus que la moitié, et ça fait longtemps que c'est déjà la moitié. Donc, est-ce que, selon toi, c'est aussi un système qui est réformable d'un point de vue démocratique ? Alors moi, je pense que ça l'est. Je pense que ça l'est parce que il y a, avec la prise de conscience, justement, tout le mouvement Nicolas Quipé, dans lequel je vois une espèce de nouveau, qu'est-ce que le tiers-État? Cette espèce de classe politique. Toute cette volonté, justement, des Nicolas Quipé. Le Nicolas Quipé, si on le prend sociologiquement, c'est un enfant de boomers autochtones, qui connaît ses parents ou la génération de ses parents qui effectivement profite bien de la retraite et qui en souffre. Mais il est pas tout seul parce qu'encore une fois, à côté de ça, il y a toute la jeunesse d'origine immigrée dont je parlais, qui n'aime pas payer pour ça non plus et qui en plus peut avoir, elle, le sentiment de payer pour rien, parce qu'il y a beaucoup de Nicolas qui peuvent avoir au moins l'espoir, quand ils auront 50, 60 ans, de récupérer via l'héritage tout l'argent dont ils auront été privés. Autant les populations d'origine immigrée, c'est pas le cas. Ils ont des parents qui se battent en boomers. C'est ça. Donc, les Nicolas sont les enfants des boomers, et donc je pense que démocratiquement, ça fait quand même beaucoup de monde populaire d'origine immigrée et les Nicolas. Et ça peut dégager une majorité. Moi, je pense que dans le cadre de ces bouleversements qu'on va avoir, il va y avoir deux grandes phases. Il va y avoir une première phase, selon moi, à laquelle, justement, grosso modo, Nicolas et Karine Quipé, pour le faire très court, vont démocratiquement obtenir la baisse des retraites géantes, voilà, sous prétexte notamment de tension budgétaire, et qu'ensuite, une fois que les retraites géantes auront été baissées, les Nicolas auront tendance à s'appuyer sur les boomers pour mettre fin à l'immigration de masse. Parce que là, c'est l'autre intérêt commun qu'il y a, mais j'ai l'impression que la priorité en peur sociale actuellement est plutôt sur les retraites que sur l'immigration. En tout cas, c'est ce qui a le plus de chances de passer en premier. Je vois, j'imagine, quelque chose comme ça, de mon côté. Mais ça va véritablement faire, ça va correspondre, selon moi, à des bouleversements en plus politiques. Parce que le fait de se retrouver déclassé va faire qu'une bonne partie des boomers vont glisser encore plus vers la droite réactionnaire. Alors que je pense qu'il va y avoir une sorte de rock, pour parler comme aux échecs, d'électorat entre le centre et l'extrême droite. Il y a beaucoup de Nicolas qui sont plutôt dans la droite dure, mais en réalité, le Rassemblement national est devenu parti actif. Il est devenu parti actif, mais il continue en même temps à discuter cette question des retraites. Moi, je trouve ça très intéressant, la question des retraites, parce que je suis assez favorable à la suspension de la réforme des retraites, d'ailleurs, pour une raison simple. C'est que pour une raison budgétaire, effectivement, il faudrait pas, parce que le système est pas pérenne sans ça, et ça va peut-être cher. Mais en réalité, ce qu'il faut faire, c'est pas faire cette réforme des retraites, et il faut baisser les retraites. Parce qu'en fait, il suffit de se souvenir, dans les sondages, quels étaient les électorats qui étaient très favorables à la réforme des retraites et ceux qui ne l'étaient pas. Ceux qui n'étaient pas favorables à la réforme des retraites, c'était les actifs. Ceux qui étaient très favorables, c'était ceux qui étaient déjà retraités. Donc ça peut dire, voilà, c'est bien. En fin de compte, cette réforme des retraites, elle consiste à faire travailler plus les actifs pour assurer les retraites géantes des boomers. Grosse mention des retraités. Et donc, je pense qu'il y a véritablement quelque chose tout à fait juste là-dedans. C'est pas mon idée de gauche, c'est pas l'idée qu'il faut pas que les gens travaillent 2 ans de plus, etc. Au contraire, je pense que de toute façon, il faut qu'on travaille plus, c'est pas de souci. Mais le truc, c'est que cette réforme, elle a été faite pour assurer les pensions versées aujourd'hui, essentiellement en pure perte, puisque c'est pas de l'argent qui est investi, etc. Donc, et il est probable que ça deviendra de toute façon, et mine de rien, c'est François Bayrou, comme quoi
la lumière passée par les endroits les plus inattendus. C'est François Bayrou qui aura quand même levé ce lièvre-là. Ouais. Et qui explique qu'on se repose la question, pas juste de savoir quel régime de retraite répartition on veut, mais même si ce régime-là est à la fois pérenne et à la fois juste. Alors là, il y a une question à laquelle on va répondre facilement, c'est qu'aujourd'hui, les retraites, ça fait à peu près 14% du PIB. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est, imaginons qu'il y ait des troubles, etc., et que le PIB pèse de 5%. À ce moment-là, les retraites vont devenir 17% du PIB. Et donc, on a garanti un niveau de vie. Au moins en Suède, je crois que les retraites sont plus ou moins indexées sur le PIB. C'est-à-dire, si le PIB baisse, tout le monde dérouille. Tandis que là, en France, on a bâti un système où, quoi qu'il se passe, ce groupe est garanti à un niveau de vie certain et pérenne. Mais pour un économiste, c'est impossible. Le futur est incertain. Donc, garantir ça, ça veut dire qu'on le prend aux autres. Donc, c'est complètement injuste. C'est un système de fou. Il faudrait maintenant remplacer ça par des systèmes de capitalisation individuelle en donnant un crédit d'impôt à ceux qui s'y mettent dedans, qui leur permettra de faire la différence entre ce qu'ils auraient dû toucher et ce qu'ils vont toucher. Mais ce système où on a garanti un revenu monétaire fixe certain à des gens, ça s'appelle un Ponzi. Ça n'est pas possible. C'est impossible techniquement. On sait que ça peut pas marcher. Donc c'est quand même curieux de voir des gens défendre à mort un système qui est impossible, qui est idiot. Ça me laisse pantois. Puis c'est des questions d'habitus électoraux, parce que finalement cet électorat qui bénéficie aujourd'hui de ces retraites, c'est l'électorat majoritaire depuis le début des années 80, et donc toute notre classe politique a été habituée à poursuivre cet électorat-là de ses assiduités. C'est très très difficile de revenir sur ce genre Et beaucoup de ces retraites sont versées à des gens qui étaient assez proches de la fonction publique. Et donc c'est évident que s'il y a une baisse profonde des recettes de l'État, par exemple, ben, on voit pas comment on pourrait les protéger. Parce que les retraites privées, ben, elles existent. Je veux dire, il y a des caisses de retraite pour le privé qui demandent rien à personne. Donc il me semble que là, il y a un vrai problème de mauvaise compréhension. Quelqu'un qui vous dit, je peux vous garantir du 7% par an jusqu'à la fin des temps, c'est un gros menteur. C'est pas possible. Et alors, typiquement, c'est le genre de réformes dont je parlais, de structures qui sont amenées par une situation révolutionnaire. Je pense que ce n'est pas un hasard, justement, si la crise politique actuelle est intimement liée à cette question des retraites. C'est parce qu'il y a quelque chose véritablement là-dessus qui doit être changé. Donc, je parlais de la présidence à un moment, ça c'est l'écume des choses, un peu, c'est la façon institutionnelle où le régime se structure. Mais il y a tout un tas de piliers en dessous qui vont bouger, on pourra en aborder d'autres. Je pense notamment que toute la question de l'audiovisuel public, maintenant, est sur la table. Absolument. Ouais. Et d'ailleurs, on va avoir peur. Les subventions à la presse, etc., tout ce qui correspond à une espèce de nouveau clergé qui est là pour apprendre aux gens ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent penser, cette espèce d'alliance du trône et de l'autel façon 21e siècle, ça aussi, c'est en train d'être contesté. Et je crois que dans l'agressivité, d'ailleurs, et les derniers épisodes qu'on a vus avec Delphine Ernotte, etc., il y a une peur, et une grande peur de la part de ces gens, parce que maintenant, il y a le premier parti de France, le RN, qui régulièrement dans ses meetings dit on mettra fin à l'audiovisuel public. Oui, tout à fait. Et donc, ça serait l'équivalent dans notre système à nous de ce qu'a été la suppression de l'USAID aux États-Unis, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a tout un tas de gens qui font pas des travaux très productifs, mais qui travaillent solitement à la propagande du régime, qui se retrouvent sans sous, quoi. Et à devoir aller faire autre chose. Et en France, à la limite, c'est presque même la mère de toutes les réformes, d'ailleurs. Absolument. Une fois que le clergé est prisé, on peut faire ce qu'on veut. Ouais, c'est Voilà, un peu ça, ouais. Mais le clergé, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que les ministres socialistes, comme Mauroy, ils avaient l'air de curés. Mitterrand, il avait l'air d'un évêque. Enfin, je veux dire, ils étaient tous parfaits et ils nous parlaient de morale toute la journée. Et la morale collective, pour quelqu'un qui est un peu chrétien, ça n'existe pas. Il ne peut exister que des morales individuelles. Donc, cet appel à la morale collective que fait le clergé, c'est toujours une saloperie, quoi. On sait que eux, ils vivent dans le vice, mais ils trouvent que vous devriez vivre dans la vertu. C'est un peu fatigant. Donc, si vous voulez, c'est intéressant, mais ce que vous dites aussi, c'est amusant. Moi,
je parle librement dans le micro, comme beaucoup d'entre nous, et j'avais sorti il y a quelques années une phrase, mais où passe le pognon? Vous savez, ça a été repris par tout le monde. Les gens demandent un audit des dépenses de l'État, c'est-à-dire qu'ils trouvent qu'ils sont pas du tout informés sur la façon. Bon, on leur prend plein de pognon, soit, mais où il va et qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce d'incompréhension d'un côté du pognon qu'on leur prend, et de l'autre côté de la misère dans laquelle sont tous les services publics. Ils disent, vous ne avez jamais pris autant et ça marche pas. Ce qui fait sortir derrière des affaires qui viennent encore nourrir le climat politique, toutes les affaires autour d'Anne Hidalgo, notamment, dont on a appris, alors j'ai appris tout à l'heure qu'il n'est pas impossible que, vous savez que l'affaire a été étouffée plus ou moins par le Conseil d'État à l'octobre, et semble-t-il que celui qui était chargé de son dossier était passé par tous les cabinets possibles et imaginables au Parti Socialiste. Donc voilà, il y a toujours des cités derrière. Il y a ça. Il y a de plus en plus toutes les, moi je pense que il y aurait des études, des recherches à faire là-dessus. Je pense que alors, il y avait cette affaire l'autre jour là-dedans. Responsable, ça c'est un républicain à Reims, je crois. Il est maire de Reims et il envoie des centaines de milliers d'euros au Congo, à Brazzaville, pour financer la distribution d'eau. Ouais. Le type s'appelle Robinet d'ailleurs. Mais je n'arrive pas à imaginer que ceci soit fait uniquement par bonté d'âme. Non, mais en plus, il peut le faire avec son argent et pas celui des payeurs d'impôts. Voilà, non mais je suis à peu près sûr qu'à chaque fois il y a des rétrocommissions sur ce genre de truc, c'est pas possible. Il y a aucun intérêt électoral direct, donc il doit bien y avoir un intérêt quelque part. Et pareil avec la mairie de Paris, comment se fait-il que tout un tas de mairies en France puissent envoyer, je ne comprends déjà même pas ça, que des mairies puissent envoyer de l'argent à l'extérieur du pays pour financer d'autres endroits. Ça me choque. Et je pense que là aussi il y a un audit à faire parce que c'est pas perdu pour tout le monde. Et ça me rappelle, moi, la fin du système colonial, faut pas oublier ça. Tout ce système justement d'envoi d'aide, etc., c'est très très proche de ce qu'était le système colonial, c'est-à-dire que ça a appauvri la France, et Jacques Marseille avait très bien étudié ça, mais ça n'a pas appauvri tout le monde en France. L'Ursal, qui est extrêmement important. Et ça me rappelle aussi encore autre chose. On a vu, ça avait fait un petit peu de bruit sur les réseaux sociaux il y a quelque temps, un type qui faisait des micro-trottoirs en demandant aux gens ce qu'il faisait, combien il gagnait, et il interrogeait une jeune femme qui lui disait que elle était en l'humanitaire et qu'elle gagnait 8 000 € par mois. Et moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ce que disait Frédéric Bastiat dans l'introduction à Cobden League, vous savez, où il dénonce le système aristocratique britannique en disant que les impôts sur les citoyens britanniques servent à financer l'oisiveté, servent à faire du travail aux enfants de l'aristocratie, du faux travail en fait. C'est-à-dire soit dans la Navy, soit dans l'administration coloniale. Et aujourd'hui, je pense qu'on a la même chose avec tout à fait l'humanitaire qui sert à donner du faux travail, mais bien payé quand même, à toute une part des enfants. Nous, dans ma famille, ma chère épouse avait financé un documentaire qui avait été fait par une journaliste américaine très connue sur Haïti, sur ce qui était devenu des 4 milliards de dollars que la population américaine avait donné à Haïti pour ce qu'il y avait eu, c'était une quinzaine d'années. C'est 2009. On a eu le documentaire, etc. Il n'y a pas un rond qui est arrivé à la population, mais vous aviez les voitures du Secours catholique, les voitures de la Croix-Rouge, etc., avec des gars qui étaient payés 8 000 $, qui allaient dans l'hôtel de luxe bouffer tous les jours. Mais elle est revenue 2 ans après pour compléter son reportage, et elle s'est rendue compte qu'il y avait toujours que 2 chiottes pour 15 000 habitants dans le camp qui avait été créé, etc. Donc, on se rend compte que c'est une vraie industrie criminelle qui joue sur la bonté des gens qui filent 4 milliards de dollars, et la plus grosse partie du pognon apparemment était partie pour les Clinton, grâce à leur... Donc si vous voulez, il y a des pompes à fric qui sont là, qui sont incroyables, et je me demande combien il y en a en France, et au profit de qui on se fait sucer, quoi. Ah ben dans le même genre aussi, on a appris cette idée que des subventions avaient servi à financer une campagne anti-RN, je crois que c'est via Street Press, c'est sorti là ces jours-ci. C'est un livre qui a été levé par une députée RN, je crois, ou bien républicain. Et donc des subventions à des radios locales ont servi à financer une campagne. Et alors bon, moi sur le fait que des campagnes anti-RN soient subventionnées, ça m'a pas étonné. Simplement, j'ai réalisé, on en est encore aujourd'hui, alors que n'importe qui peut ouvrir sa petite radio sur YouTube et faire ses émissions, etc. On en est encore à financer, à subventionner des radios locales. Ouais. C'est ça, c'est extraordinaire.
Le Moyen-Âge, quoi. Que personne n'écoute, quoi. C'est typiquement ce qu'on appelait les hâteurs d'euros. Vous savez, je crois que c'était dans un bouquin, c'était Jean-Marie Daniel qui en parlait de ça. Qu'à la veille de la Révolution, il y avait des gens qui étaient des hâteurs d'euros à Versailles. Personne ne savait ce que c'était. On ne sait pas si c'était des gens qui étaient censés surveiller la bouffe, etc. On ne sait pas. Mais ces gens-là, ils touchaient les prébendes régulièrement. Et donc, il était hors de question de supprimer le truc parce qu'il y avait des gens qui avaient eu, quoi. Et c'est vraiment le même genre de choses. C'est très très ancien régime comme situation. C'est la vieille histoire que racontait Malraux, que j'aimais beaucoup. C'était, ils avaient découvert en 1915, dans l'armée anglaise, qu'il y avait des dresseurs de chats. Ils avaient dit pourquoi des dresseurs de chats, donc ils avaient cherché un petit peu. Et ils avaient découvert que au XIIIe siècle, l'arme fatale, c'était le longbow anglais, vous savez, l'arme, et qui avait des cordes avec lesquelles on mettait de la graisse de porc, et qui était bouffée par les rats. Donc, depuis 7 siècles, il y avait des gens qui élevaient des chats pour manger les rats, parce qu'ils bouffaient les cordes des arcs. Il y avait plus d'arcs, hein, mais il y avait toujours les mecs. Donc c'est exactement ça. Je me demande combien il y a d'éleveurs de chats dans nos administrations, quoi. Ce serait un bon... Eh ben, typiquement, je pense que c'est le genre de choses qui, justement, ne peuvent être supprimées que par un processus révolutionnaire. Je pense pas qu'on puisse réformer ce genre de choses. Parce qu'au fond, la révolution, c'est l'équivalent à long terme et à grande échelle de ce que doit être l'alternance politique. Parce que le principal intérêt de l'alternance politique, c'est pas que régulièrement soit les uns et les autres qui peuvent négocier, qui peuvent gouverner, selon moi, parce qu'on gouverne toujours avec les choses qu'on a, donc on gouverne toujours de la même manière. Ce qui est très intéressant dans les alternances, c'est que ça change les gens qui sont en place et ça permet de dévoiler les magouilles. C'est surtout ça qui est important. Alors que plus les gens restent là au pouvoir longtemps, plus les magouilles s'accumulent. Et c'est pareil pour les régimes. Je pense que c'est très bon de purger les régimes régulièrement pour supprimer les niches, la nécrose des magouilles. C'est ce que disait Ben, qui était un homme politique que j'aimais bien en Angleterre, qui était en extrême gauche. Il disait, la démocratie, c'est pas difficile. On vote pour un type en se doutant qu'il est incompétent, et 5 ans après, quand on en est sûr, on le vire. Mais c'est vrai, en plus. La force de la démocratie, c'est de pouvoir virer les gars. Or, maintenant, ils ont monté des systèmes où on peut pas les virer. C'est toujours les mêmes qui reviennent. C'est pour ça qu'ils ont tout ce discours sur la stabilité. Mais la stabilité, c'est la mort. Donc, on a besoin, c'est de l'instabilité. Voilà, il faut secouer l'arbre pour faire tomber tous les gens qui sont plaqués dedans. Mais c'est certainement pas leur intérêt. Mais je pense que de plus en plus, les sondages montrent aussi, si les gens veulent la démission d'Emmanuel Macron, s'ils veulent la dissolution, c'est pas juste par fascination du pire. C'est avec la certitude que, d'accord, ça va coûter cher, mais on est arrivé au moment où on peut plus continuer comme ça. Mais je crois que il faut secouer le cocotier. Et donc, encore une fois, ce que j'essaie de toujours dire aux gens, c'est quand vous regardez les marchés, la vie, etc., parce qu'il y a la seule chose qui soit stable, là, comme un État, c'est la mort. Donc ces gars-là essayent de dire surtout ne bougez pas, quoi, surtout ne bougez pas. Mais si on veut vivre, il faut bouger, il faut les tuer, il faut s'en débarrasser, quoi. Ça me paraît évident. Et vive la stabilité. Vive la stabilité, quoi. Et les types parlent effectivement de stabilité, tout en rejoignant des gouvernements qui tiennent 14 heures derrière. Enfin, je veux dire, il y a plus stable quand même. Mais on parle toujours de ce qu'on n'a pas, si vous voulez. C'est que comme ils savent qu'ils vont être virés, ils sont. Oui, parce que ça, effectivement, c'est des mots qui reviennent de la parole de certains députés eux-mêmes ou certains responsables politiques. C'est ce que traduit en quelque sorte l'Élysée, avec toute cette tout cet épisode sur je donne à Lecornu jusqu'à dimanche soir pour nommer un gouvernement, puis ensuite il a jusqu'à mercredi pour en redonner une, je cite, une plateforme de stabilité, et puis ensuite il a jusqu'à dimanche soir et nanana, et ensuite il a 48 heures pour reformer un gouvernement, et comment dire, à chaque fois c'est pour uniquement éviter la dissolution, et tout le monde dit, en plus de ça, moi-même j'en suis pas convaincu forcément, mais tout le monde dit que le RN aura une majorité absolue. J'ai pas de doute que le RN aura certainement beaucoup plus de députés qu'aujourd'hui. C'est que le RN est devenu un parti bourgeois. Oui, aussi. Moi j'aimais bien le RN il y a une quarantaine d'années, ils étaient rigolos, mais maintenant ils veulent tous, on sent que Marine Le Pen a envie de se faire inviter au château avec les autres petites filles, quoi. Alors ça m'agace un peu, quoi. J'aurais préféré un côté un peu plus robuste dans la révolte, mais c'est parce que je suis un vieux partisan de l'anarchie, sinon je sais pas ce que je suis en train de dire, mais j'aime. Voilà, écoutez,
tenez-nous au courant de ce que vous pensez, mais c'est pas tellement différent de ce qu'on pense. Moi, ce que je dis aux gens, c'est que si vous prenez l'histoire de France, vous endormez en 1793, vous comprenez rien quand vous réveillez en 1830. Vous endormez en 1893, vous comprenez rien quand vous réveillez en 1930. Vous endormirez en 1993, vous comprendrez rien en 2030. Je crois qu'il y a 70 ans de stabilité, 30 ans de merdier, et qu'on est on est en train d'arriver dans les 30 ans de merdier, quoi. C'est ça. C'est un bon résumé. Voilà. Et je te remercie Merci d'avoir accepté ça. notre invitation. J'espère que les gens auront apprécié cet épisode. Et puis, je vous dis à tous à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut des Libertés.